Professeur Didier Raoult, que comprenons-nous aujourd'hui de l'épidémie et de ses moyens de contrôle? On ne comprend pas grand-chose en pratique. Je vous engage d'ailleurs à regarder sur notre site de l'IHU la merveilleuse conférence qu'a faite la semaine dernière Ioannidis, qui est l'homme le plus connu au monde, le plus cité, le meilleur scientifique est à Stanford, sur le domaine de l'épidémiologie, des essais thérapeutiques, qui est un homme qui a une intelligence absolument exceptionnelle et des données extraordinaires, et qui montre deux choses. D'une part, qu'il a une très très belle démonstration de la vanité des prédictions, en montrant qu'il a regardé état par état les prédictions et regardé ce qui se passait, et ça n'est jamais prédictif, ça ne marche jamais. C'est un point. Deuxièmement, il a fait une réanalyse, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sur toutes les mesures sociales qui sont prises pour contrôler l'épidémie, et qui montre que, en comparant de pays à pays, y compris parmi les extrêmes, la Suède et la France, qui montrent que rien n'est supérieur à rien, et que donc il n'y a pas de mesure de contrainte sociale qui ait fait la preuve de son efficacité. Et je vais vous le montrer par un autre élément qui me paraît très important, c'est un élément qui est issu de notre institut. Sur ce premier schéma, on voit une chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est, à partir du moment où l'épidémie de Covid arrive, qui est en grise, eh bien, toutes les épidémies respiratoires, ou quasiment toutes, sauf le rhinovirus, que vous voyez en marron, là, qui se promène tout le long, et qui sévit toute l'année, toutes ces infections respiratoires qui sont saisonnières ont quasi disparu pendant qu'il y a le Covid-19. Et donc ça veut dire, ça pose deux questions. L'une, c'est, et si on regarde en dessous les gastro-entérites, on a à peu près le même tableau, les gastro-entérites d'hiver, vous voyez, là, et là, pratiquement plus. Ça témoigne de deux choses. La première, il y a peut-être des phénomènes d'interférence entre les virus qui ont toujours fait que c'était difficile à prévoir. Vous voyez que, par exemple, les gens qui prédisent les épidémies de grippe ne pouvaient pas prédire, pas plus d'ailleurs qu'après H1N1, qu'il n'y aurait pas de grippe pendant l'hiver. Cette année, c'est imprévisible. Il y a des phénomènes extérieurs, sociaux, viraux, qui font que c'est totalement imprévisible. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on ne peut pas prévoir ça. L'autre chose imprévisible, c'est pourquoi parmi les virus respiratoires, il y a juste les autres coronavirus, là que vous voyez en jaune, et puis parainfluenza 3, qui est un autre virus qui normalement n'est pas du tout en cette saison, et qui est beaucoup moins fréquent, et qui est beaucoup moins fréquent. Tout ça est totalement imprévisible. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les mesures que nous avons prises de distanciation ou de lavage des mains ou de nettoyage à l'alcool ont probablement eu un rôle bénéfique sur la disparition des infections respiratoires et digestives. Mais pas du tout sur le Covid. Et donc, ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à ce présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. Et donc, ça soulève une question, c'est que qui est la nature de mon interrogation scientifique et qui est la raison pour laquelle je suis, et je parais si hostile aux modélisations ou aux prédictions, c'est que déjà quand on connaît la plupart des paramètres, c'est très très difficile. Vous voyez, pour la grippe, qui est une maladie qu'on connaît depuis très longtemps, on ne peut rien prédire du tout. Mais alors pour les maladies qu'on ne connaît pas, c'est encore plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Les gens sont trop nerveux pour faire de la bibliographie, mais ils devraient faire la bibliographie. La bibliographie, il y a une chose tout à fait extraordinaire qui a été publiée, pas maintenant, hein, en 2014, donc il y a 6 ans de ça. Il y a des gens en Chine, à Hong Kong, qui ont réanalysé tous les cas de la première épidémie du virus qui est le plus proche de celui-là, qui est le SARS. Maintenant, on l'appelle le SARS-1. Et ils ont fait un travail de fourmi pour essayer de détecter tous les cas qui avaient été positifs autour de cet hôtel de Hong Kong, dont on pensait que c'était l'épicentre des choses. Et donc, ils ont regardé le nombre de cas positifs et le nombre de cas contacts. Et sur cette publication, qui est accessible, hein,
ce que l'on voit, c'est que, en réalité, contrairement à ce qu'on pensait, le SARS n'était pas transmis majoritairement par l'environnement, ni par les contacts directs qui auraient pu être évités assez facilement, mais qu'il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on n'a jamais démontré ça pour les autres virus respiratoires, cette distance incroyable qu'il peut y avoir entre les cas infectés et les cas qui vont être infectés, peut expliquer pourquoi nos mesures sont toutes en réalité vaines, parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés, puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça, sauf à mettre tout le monde en prison. Et encore, même si on les met dans des prisons individuelles, vous voyez ce qui s'est passé avec les visons, à la fin tout le monde est infecté. Donc il y a une vraie question qui est que c'est ceci qui montre un échec, l'efficacité des mesures sur les autres virus que nous connaissions, aussi bien de gastroentérite que d'infections respiratoires, mais l'inefficacité totale des mesures que nous avons sur le Covid-19. Et très certainement par un manque de connaissances. Donc ce qu'il faut développer, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des mesures prises dans le moment de l'angoisse, c'est d'essayer de comprendre comment se transmet ce virus que pour l'instant, nous ne connaissons pas. On ne sait pas assez ce qui se passe, on ne sait pas avec quoi c'est corrélé. Donc c'est un premier problème de fond sur lequel il faudra bien essayer d'avancer. Et qu'en est-il des variants ? Alors pour les variants, les choses ne sont pas plus compréhensibles que pour le reste, en réalité. Donc si on regarde les données qui sont disponibles sur le site de dépôt international des séquences, voilà ce que l'on voit en France. Et donc, dans les variants que nous voyons en France, celui-là, celui qui est le plus fréquent, semble être né en France. Les premiers cas décrits, c'est nous et les gens d'Occitanie qui le décrivent. Et puis celui-ci qui est assez fréquent est né en Espagne. Il est toujours assez fréquent actuellement. Et celui-là, c'est celui qu'on appelle le variant anglais, dont je vais vous reparler. Les autres, le premier cas a pu être trouvé pour celui-là en Suède, pour celui-là en Autriche, pour celui-là en Irlande. Vous voyez, donc en fonction des pays, si l'on regarde maintenant des cartes qui ont été faites, celles-là n'ont pas été faites par nous, eh bien vous voyez que le tableau de répartition des variants est complètement différent d'un pays à l'autre et qu'on ne sait pas très bien pourquoi les variants se distribuent d'une manière tellement différente d'un pays à l'autre. Vous voyez ? C'est très... Alors ici, ce que l'on voit au Danemark et en Hollande, en rouge là, c'est les variants dont on sait qu'ils viennent des visons. D'accord ? Donc ça, c'est les visons. Ça. C'est les variants dont on sait qu'ils viennent des visons. Ceux qui sont dérivés des visons, ceux-là, on ne les connaît pas et nous, on continue à avoir des doutes sur le fait que le 4, là, n'est pas un variant qui est venu des visons. Vous voyez qu'il apparaît presque en même temps que chez nous, au Danemark et en Hollande. Et donc, on se pose vraiment cette question de savoir s'il n'est pas, c'est pas quelque chose qui a d'abord circulé chez les visons. Et à propos du variant anglais, qu'en est-il ? Alors, ce qu'on appelle le variant anglais, c'est un variant qui a une mutation sur le base 501, qui est dans la spike, c'est-à-dire qui est le peptide qui déclenche le plus d'immunité et contre lequel est dirigé le vaccin. Si on regarde où est-ce que ce variant est apparu, en réalité, très très précocement, ici, en avril-mai, il commence à apparaître en Hollande, puis en Angleterre, et puis il se répand petit à petit. Mais ça, les couleurs ne sont pas liées à des variants différents, cette fois-là, c'est des pays différents. Et puis il explose en Angleterre. Mais, encore une fois, en Angleterre, comme dans le reste du monde, l'intérêt
pour les mutations et les variants a été très tardif. Moi, je vois, on a reçu vraiment, quand on a commencé à vouloir publier nos premiers variants à partir du mois d'août, on s'est fait rejeter par Eurosurveillance, qui est le journal de toute la veille épidémiologique, 2 fois de suite, en leur disant, mais écoutez, on a des variants qui sont atypiques, qu'on n'a jamais vus, qui ont été importés d'Afrique du Nord, c'était notre Marseille 1. Donc ça n'intéressait pas les gens, il a fallu que finalement il y ait une déclaration du gouvernement anglais pour que ça devienne important. Et c'est très important parce que si vous regardez cette vidéo extraordinaire de Ioannidis, il vous dira qu'il semble que l'erreur majeure des gouvernements, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais pensé par eux-mêmes. Ils n'ont agi que par imitation de ce que faisait le voisin. Et donc, c'est seulement quand les Anglais ont dit « Mais attendez, nous, maintenant, 90% des trucs, c'est quelque chose de nouveau », que les gens ont commencé à regarder ce que les autres disaient. Nous, on nous a dit plusieurs fois, on a même rapporté qu'à la télévision, il y a des collègues qui disaient qu'il n'y avait pas de mutants, qu'il n'y avait pas de... C'est parce que, plutôt que de regarder les données, d'analyser les données, eh bien, ils écoutaient ce que disaient leurs voisins. Alors, ils disaient « Non, nous, on n'a pas, et vous n'avez pas. » Donc, il n'y en a pas. C'est de la tradition orale antérieure à la tradition écrite, si vous voulez. C'est de l'imitation de comportement qui est carrément celle des primates. Nous, on a un cortex dont on doit se servir pour regarder, analyser les dates, parce que dans ce que je vous explique, comme d'habitude, bien entendu, ce que je vous explique, c'est que c'est pas prévisible, c'est qu'on ne sait pas contrôler ça, donc il faut essayer d'abord de comprendre, et ensuite on pourra prendre des mesures adaptées. En revanche, il apparaît de plus en plus clair sur le 501, ce que moi j'ai écrit, et pour l'instant on s'est fait rejeter le papier, mais on n'est pas inquiet. Il y a maintenant 5 personnes chez qui on a vu apparaître cette mutation 501 pendant qu'ils étaient traités par du Remdesivir. On a des données aussi au laboratoire, quand on met du Remdesivir, on voit apparaître des mutations dans le 501. Il est sorti un papier qui montre la même chose, vous voyez, que j'ai surligné. Si vous mettez du Remdesivir, ce que les gens cherchaient, ce n'était pas du tout les mutations dans la spike. Ils cherchaient à voir en combien de temps le virus devenait résistant au Remdesivir. Donc ils ont vu qu'il devenait résistant au Remdesivir. Mais comme ils ont eu la prudence de tout séquencer, ils se sont rendus compte que, bien entendu, il y avait des séquences aussi ailleurs, parce que c'est un agent mutagène. C'est pas seulement la pression de sélection, c'est que c'est un agent qui entraîne la mutagène. Et parmi les mutations qu'ils observent, eh bien, il y a la 501. Ce qui expliquerait que la 501, la mutation 501 soit apparue dans plusieurs endroits à la fois, bien entendu, probablement favorisé par l'association d'anticorps spécifiques avec le Remdesivir, d'anticorps contre la spike avec le Remdesivir, mais parfois simplement avec le Remdesivir, parce que c'est un agent mutagène et que parmi les mutations observées, il y a des mutations observées dans la spike. Donc, personnellement, je pense qu'il y a de plus en plus d'évidence que cette mutation est liée à l'usage du Remdesivir. Et je mets les uns et les autres en garde contre l'utilisation du Remdesivir chez des gens qui sont des porteurs prolongés de ce virus. Et surtout, je pense qu'il devrait y avoir des consignes de l'État gageant qu'il faut absolument séquencer tous les échecs thérapeutiques après Remdesivir, parce que les gens seront surpris de voir la fréquence des mutations après les échecs thérapeutiques de Remdesivir. Donc le Remdesivir donne des échecs thérapeutiques évidents, ça ne marche pas parce que les virus deviennent résistants, et deuxièmement, il favorise l'apparition de mutants qui éventuellement poseront des problèmes ultérieurement pour la couverture vaccinale.